Je suis directrice de l'association Cancer Contribution. Bonjour à tous, je suis Sandra Doucen. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque. J'espère que tout se passe bien à distance pour ceux qui nous suivent également. Je suis ravie de vous voir si nombreux avec nous aujourd'hui. Et pour vous présenter les résultats du baromètre, je vais être accompagnée de Thierry Calva. Bonjour à tous. Sociologue, cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société et également président de l'association Juris Santé, avec qui nous avons œuvré, ainsi qu'avec l'agence Marketing Studio, afin de vous présenter les résultats et de vous concocter ces résultats. Donc c'est une initiative, ce baromètre est une initiative qui a été menée par Cancer Contribution, sous la direction scientifique du docteur Florian Scotté, qui n'a pas pu se joindre à nous pour la présentation des résultats, mais qui participera au reste de la journée, et qui est oncologue médical à Gustave Roussy, et également de Thierry Calva, sociologue, que j'ai présenté tout à l'heure, si vous m'avez bien entendu. On a développé ce baromètre avec Juris Santé, l'association que préside Thierry Calva, l'agence Marketing Studio pour ses qualités statistiques, et on remercie vraiment très chaleureusement la région Île-de-France de nous avoir soutenus financièrement sur l'ensemble de notre programme aidant et en particulier sur la réalisation de ce baromètre. 6 centres hospitaliers ont souhaité nous accompagner: Gustave Roussy, Avicenne, Tenon, l'hôpital américain, l'hôpital Foch, le centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, pour avoir un focus régional à cette enquête. Et également, 21 associations de patients, ont souhaité s'associer avec nous afin de pouvoir avoir une diversité dans les profils d'aidants, et notamment d'aide sur différents types de cancers, afin de pouvoir avoir une représentativité la plus large possible de nos résultats. Donc, les objectifs de cette enquête, outre que de se renseigner auprès des aidants sur le niveau d'aide qu'ils ont eu et celles qu'ils connaissent, les aides existantes qui sont mobilisables pour eux, a été vraiment d'identifier des situations vécues par les proches aidants face au cancer de leurs proches, faire émerger, le cas échéant, des spécificités par rapport à d'autres pathologies ou au sein de ce groupe d'aidants en fonction de leur profil, et également faire émerger les attentes, les besoins prioritaires en vue de nourrir une réflexion autour des solutions que l'on peut apporter sur un territoire pour soutenir, pour repérer, pour orienter les aidants. Cette enquête a été auto-administrée. Elle a été réalisée au sein des 6 centres hospitaliers que je vous ai cités, donc auprès de personnes qui accompagnaient des personnes malades en cours de prise en charge dans l'hôpital. Et elle a été menée par 2 moyens: un questionnaire papier ou un questionnaire qui pouvait être réalisé en ligne à l'aide d'un QR code à flasher. On a aussi eu le soutien des associations de patients pour élargir le nombre de répondants à travers leurs réseaux sociaux, puisqu'ils ont communiqué auprès de leurs adhérents pour nous aider à avoir une représentativité la plus large possible des profils de personnes interrogées. Nous avons donc recruté 431 aidants au cours de cette enquête entre novembre 2021 et février 2022 au sein des hôpitaux et en ligne, et 287 questionnaires ont pu être exploités. La raison de ces difficultés d'exploitation était bien évidemment le manque de temps des aidants qui accompagnent. C'est forcément pas évident de soutenir un proche, de rentrer en consultation avec lui et de pouvoir se mobiliser sur la totalité du questionnaire. Néanmoins, de nombreux aidants ont souhaité aller jusqu'au bout, donc on est très heureux d'avoir ces 287 questionnaires. On tient également à saluer le soutien des centres hospitaliers qui, malgré les circonstances de Covid, la fermeture d'accès de certains services aux proches, ont tout fait avec leur personnel, et on sait ô combien ils sont peu nombreux et ils sont sursollicités en ce moment,
pour soutenir cette enquête. Et un grand merci à tout le monde. Et je laisse la parole à Thierry pour nous présenter les résultats. Thierry, tu n'avais pas cette diapositive que j'ai rajoutée. Pas de problème. Donc, pour vous montrer la diversité des profils de personnes accompagnées par les proches aidants au cours de l'enquête. Vous voyez qu'on a beaucoup de diversité de types de cancers et qu'on a une représentation aussi des cancers à la fois les plus fréquents et à la fois également des cancers rares, comme par exemple les tumeurs neuroendocrines. Donc, je laisse la parole à Thierry. Merci beaucoup. Merci, donc bonjour à tous. D'une certaine façon, jusqu'à présent, vous avez mangé votre pain blanc parce que là, il y a une avalanche de chiffres qui fait que j'espère que ce ne sera pas trop indigeste à vous présenter, mais qui sont intéressants si je comprends. Voilà, très bien. Juste sur la répartition des aidants qui étaient interrogés selon les centres hospitaliers, effectivement, d'une certaine façon, on est en train de jouer à domicile, puisque vous voyez que c'est à Villejuif qu'on a recruté le plus d'aidants, donc avec un côté extrêmement important de l'Institut Gustave Roussy. Et j'en arrive maintenant aux résultats. Alors juste sur l'échantillon, c'est toujours intéressant de regarder l'échantillon dont on dispose, tout simplement parce qu'il va garantir d'une certaine façon la fiabilité des chiffres. Alors vous allez me dire 280 répondants, c'est finalement important, mais en même temps c'est significatif. On peut penser que c'est assez robuste. C'est-à-dire que les résultats que je vais vous présenter là sont des résultats qu'on peut considérer comme étant globalement, pas forcément extrêmement précis, mais en tout cas plutôt exacts. En tout cas dans les prises de position, les positions qui sont faites. Et c'est un échantillon qui est assez conforme, je le dis par avance, à ce que la littérature dans le domaine des études touchant aux aidants et dans le domaine du cancer nous révèle, notamment une étude qui avait été menée par la Ligue en 2015 et qui était sur des volumes plus conséquents en termes d'aidants et qui était à peu près sur le même type de profil. Alors en termes de profil, sans aucune surprise, on s'aperçoit que les femmes sont majoritairement représentées, et ce qui est même d'ailleurs un peu plus que ce que les études sur l'ensemble des autres aidants nous montrent, puisqu'habituellement on est aux alentours de 60% chez les femmes, donc là on est à 68%, et avec un âge moyen qui est un âge moyen un peu plus bas que ce que l'on observe traditionnellement sur les aidants, puisqu'on est sur des âges moyens à 58-59 ans. Donc vous voyez des éléments un peu de divergence, mais rien de significatif à ce stade. Alors, hop. Le profil de la personne qui est la personne aidée, est-il membre de la famille ou de l'entourage social? C'est 96% des gens qui déclarent que la personne fait partie de la famille proche ou éloignée, tandis que 4% seulement évoquent le fait que l'aidant, la personne accompagnée fait partie de l'entourage social, c'est-à-dire que c'est un voisin, un collègue, un ami. Là encore, on est un peu en deçà de ce qu'on peut observer sur d'autres types de populations, puisque traditionnellement, on est aux alentours de 15 à 20% de ce que l'on appelle, pour le coup, de façon imparfaite, les aidants familiaux, sont constitués d'amis ou de voisins. Donc là, on voit bien qu'on est face à une pathologie où ce sont d'abord les liens qui sont des liens de proximité affective, familiale ou institutionnelle qui comptent. Et d'ailleurs, sans aucune surprise, quel membre de la famille, c'est votre femme, votre mari, très majoritairement à 56%, votre mère, votre père à 24%, ensuite les enfants, les sœurs ou un autre parent, quand il s'agit de la famille. Donc on est plutôt en face soit de couples qui sont des couples institutionnels, même s'ils ne sont pas mariés, mais en tout cas institutionnalisés, soit des rapports qui sont des rapports de fils-père ou de fille-mère. Et par ailleurs, une question intéressante, c'est que les personnes qui nous répondent vivent largement avec la personne qu'ils accompagnent, ce qui là encore n'est pas toujours le cas, puisqu'on peut être aidant et avoir un proche qui habite finalement chez lui et parfois loin de chez soi. La répartition des aidants selon la fréquence d'intervention, en fait, on a affaire, dans les personnes qui nous ont répondu et donc dont on peut penser qu'ils sont significatifs de la population des aidants, à des aidants qu'on peut qualifier de réguliers, puisqu'ils interviennent au moins une fois par semaine
Pour 83% d'entre eux, on a 17% d'aidants occasionnels qui interviennent moins d'une fois par semaine. La fréquence ne donnant pas forcément l'intensité de l'aide, mais étant un indicateur qui est un indicateur plutôt intéressant. Donc on a affaire à une population de gens qui nous ont répondu et qui sont donc des aidants, qui sont plutôt dans une aide de proximité et qui viennent de proximité à fréquence régulière. Autre question qui est intéressante, c'est que traditionnellement aussi, quand on évoque les 11 millions d'aidants, qui est le chiffre généralement arrêté, on s'intéresse rarement à la condition qui est la leur, c'est-à-dire qu'on additionne de façon classique des gens qui sont des aidants seuls, des aidants isolés, des aidants qui, à un moment donné, ne sont que aidants d'aidants, donc ils sont compris dans ces 11 millions. Cette petite question-là sur l'exclusivité de l'aidant montre qu'en fait, à peu près la moitié des aidants sont seuls à accompagner la personne malade, donc dans ce cadre-là, et ils sont aidants exclusifs, donc si on additionne le fait qu'on s'en occupe seul, ou principalement celui qui s'en occupe, des aidants exclusifs à 77%. Donc on est face là à une réalité d'aide familiale qui est une réalité extrêmement, qui est une réalité de proximité extrêmement forte. Ce qui aussi est intéressant, je prends ce préalable, je suis désolé, je vous donne beaucoup de chiffres là, mais je fais ce préalable-là parce que derrière, ils sont aussi des éléments qui peuvent expliquer l'ensemble des chiffres que cette étude va révéler. Et par ailleurs, en termes d'expérience du rôle d'aidant, on est face à des personnes qui n'ont jamais accompagné très majoritairement des personnes aidantes et qui ne s'occupent pas par ailleurs d'une autre personne dépendante. Donc on n'est pas face à des aidants d'expérience, en tout cas pas pour beaucoup. On est globalement sur un gros quart de personnes, voire un tiers plutôt, de personnes qui ont déjà accompagné une personne malade, une personne handicapée, une personne âgée, mais une très large moitié n'a aucune expérience dans ce domaine. En termes de caractéristiques sociodémographiques, on est face à une population qui majoritairement travaille, à 62%, ce qui est à peu près un étiage à 10% près qu'on retrouve sur les autres populations d'aidants, et avec des professions qui sont des professions actuelles de l'aidant, qui, là encore, ne diffèrent pas de ce que la littérature sur les aidants dans le cancer nous montre, mais peuvent différer. Vous observerez qu'on est aussi dans une forme de surreprésentation de ce qu'on peut qualifier les catégories socio-professionnelles supérieures, mais qui est visiblement assez classique s'agissant de l'accompagnement dans le cancer. On a demandé aussi quel était le niveau d'autonomie du patient, dont on va voir qu'il va être aussi un élément et un facteur déterminant dans la façon dont l'aide va s'organiser. Donc on est face à des gens qui sont, pour un gros quart, complètement actifs. Donc la personne qui est accompagnée est complètement active, donc elle est capable de toutes les activités normalement et sans restriction. On a une part plutôt importante qui est de l'ordre de 38% de gens qui sont limités dans les activités physiques fatigantes, et puis des gens qui sont capables de s'occuper lui-même de ses soins personnels, mais incapables d'activités professionnelles ou à la maison, et qui passent plus de 50% de son temps éveillé. Donc on est face à une population globalement autonome, mais dont pour certains d'entre eux, risquent de poser, et va poser, on va le voir, quelques soucis aux aidants. Et enfin, en termes d'ancienneté du cancer et l'accompagnement de l'aidant, on s'aperçoit qu'on a 40% des aidants, 39% des aidants qui accompagnent depuis moins d'un an, ce qui est assez logique puisque l'ancienneté du cancer du malade est de l'ordre de 40% de moins d'un an. De 1 à 5 ans, on est à peu près sur les mêmes étiages. Donc on a une population qui est à la fois, on pourrait dire, pour moitié constituée de jeunes aidants et non pas d'aidants jeunes, de jeunes aidants, non plus exactement d'aidants jeunes, c'est-à-dire qui sont nouvellement entrés dans l'aide, et une population d'aidants qui est plutôt installée dans l'aide. Petite et dernière question s'agissant de l'échantillon, on leur a demandé s'ils avaient un niveau de connaissance de la notion d'aidant. On s'aperçoit que près de 80%, 79 pour être précis, d'entre eux ont déjà entendu parler et donc ont une connaissance de ce qu'est l'aidant. Voilà. Alors après, on n'a pas forcément été explorer la définition qu'ils ont donnée, mais en tout cas, on est face à une population qui, dans sa situation, a déjà entendu parler et a un niveau de connaissance de ce que l'on appelle un aidant. Donc elle a pu faire un travail, ou pas d'ailleurs, de projection sur sa situation.
une fois qu'on a passé l'échantillon, on va rentrer un peu plus, là encore, dans le dur, sur la situation d'aide avec, on va le voir, une nature très diversifiée des activités qui sont menées par les aidants. Alors, on a proposé une hiérarchisation des tâches qui sont accomplies par les aidants, et on va s'apercevoir que sur l'ensemble des critères, vous allez voir, c'est des activités, certes, certaines occupent beaucoup plus de temps que d'autres, mais néanmoins, on a globalement une diversité assez large d'activités qui sont menées aux côtés de la personne malade. Alors, ce qui est assumé majoritairement, c'est, j'allais dire quasiment sans surprise, c'est le soutien moral, tout simplement. Si vous multipliez la proximité plus le lien institutionnel, assez logiquement, vous arrivez à un soutien moral. L'accompagnement, la coordination de rendez-vous médicaux, notamment pour 66% des cas, le fait que c'est fait très souvent et de temps en temps à 23%, l'aide pour les activités domestiques, l'accompagnement à la vie sociale et à l'éducation, et l'aide administrative, dans des proportions qui sont des proportions tout à fait conséquentes, puisqu'elles occupent très souvent la personne à hauteur de pour 50% des cas. Ensuite, on a une légère décrue qui concerne l'aide au repas, l'aide pour les soins, l'organisation de la relation avec les prestations de services et l'aide financière, mais qui peut aussi s'expliquer par rapport à d'autres pathologies où on a parfois un renversement des tâches qui sont effectuées. Tout simplement, on est face à un cancer et pas forcément à des pathologies qui sont des pathologies neuroévolutives, par exemple, qu'une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson. Et quand vous avez des personnes qui sont globalement plutôt autonome, comme l'a démontré notre échantillon, ben voilà, c'est assez logique qu'on soit sur des tâches qui soient dans un niveau un peu régressif, touchant à l'aide au repas, aide pour les soins, à l'organisation de la relation avec les prestations de services et autres. Alors, ce qui est intéressant sur les tâches domestiques, on l'a mis simplement en avant, avec 281 patients, on a des tris qui sont extrêmement compliqués si on veut qu'ils soient robustes. Donc on a essayé d'identifier ce qui était un élément finalement et un facteur qui était un facteur de complexité dans la façon dont l'aide se passait. Et on voit bien que le fait d'être en perte progressive d'autonomie est un facteur qui, pour l'aide au repas, l'aide aux soins et l'organisation avec la relation avec les prestataires, vient prendre le dessus par rapport au reste de la population totale, qui, puisque l'aide au repas est de 46% pour tout le monde, de 62% quand on est en perte d'autonomie. L'aide aux soins, elle est de 45%, elle passe à 65% quand on est en perte progressive d'autonomie. Et évidemment, quand on organise la relation avec les prestataires, quand elle occupe pour 40% du temps l'ensemble des aidants, elle occupe pour 61% du temps ce qui accompagne une personne en perte progressive d'autonomie. Donc c'est un élément important, je le dis notamment dans la perspective des travaux qui ont lieu cet après-midi dans les ateliers. Ces résultats aussi servent à nourrir les travaux. C'est quelque chose à garder en tête. Les tâches qui sont déclarées comme étant les plus chronophages selon l'aidant sont le soutien moral. C'est-à-dire que là, on a un vrai ajustement entre la tâche que l'on fait souvent et le fait qu'elle soit chronophage. L'accompagnement, la coordination des rendez-vous médicaux et là-dedans, il faut aussi y compter le temps qu'on va passer avec le patient en consultation, mais aussi le temps qu'il va falloir pour l'amener. Donc on a là-dessus quelque chose d'assez important. L'aide pour les activités domestiques, l'aide au repas, l'accompagnement à la vie sociale, l'aide pour les soins, l'organisation de la relation avec les prestations de services et l'aide financière. Donc globalement, ce qui va à un moment donné être extrêmement chronophage, on le voit, c'est vraiment la relation qui est une relation de proximité qu'on entretient et qui passe notamment par le soutien moral. Je regarde l'heure puisque le temps est un peu contraint. Le vécu. Maintenant, on a parlé de la diversité des situations. On a posé et interviewé les personnes sur le vécu de la situation d'aide. Et là, on a une vision qui se dégage et qui est une vision globalement positive de la relation vécue et qu'on retrouve dans à peu près toutes les études qui sont menées sur l'ensemble des aidants dans un vécu majoritairement positif. Ce qui ne veut pas dire que ce que les gens déclarent est ce qu'ils vivent réellement. On est, je le répète, dans des études qui sont des études de type déclaratif et non observationnel. Mais c'est important de voir que quand on demande à l'aidant d'auto-évaluer son vécu d'aidant, en fait, vous avez seulement 21% des aidants qui vous évoquent un vécu négatif. Le reste, c'est-à-dire les sans changement, les assez positifs, très positifs, représentent du coup 79% des situations. Et c'est à garder en tête, me semble-t-il, quand on commence à raisonner
des solutions vis-à-vis des aidants, je le dis là, on sort pour les ateliers, c'est qu'il est extrêmement difficile de venir apporter une solution à quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de besoin, puisque son vécu est un vécu majoritairement positif. Donc dans les stratégies d'approche, et derrière dans ce que l'on propose, c'est vraiment à garder en tête. Et d'ailleurs, c'est tellement positif que quand on demande aux personnes si c'était à refaire, 91% d'entre eux vous répondent évidemment, et je pense que oui. 7%, on est là face à des gens un peu prudents, mais globalement, 98% des gens, de toute façon, referaient ce choix s'ils avaient à le faire. Ce qui est important et qui en même temps est un facteur explicatif. Alors, c'est qui de la poule ou de l'œuf, hein. On est parfois dans des stratégies ou des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que comme vous referiez ce choix, vous pensez que c'est positif, et parce que vous pensez que c'est positif, derrière, vous pouvez vous dire « je le referai ». Mais c'est quelque chose d'important et qui ressort, je le répète, à la fois de cette étude et de la majorité des études qui sont menées sur ce sujet. L'impact de l'accompagnement sur la vie de l'aidant, il est considéré dans ces conditions comme pas important à 51% et important à 49%, avec une répartition qui est assez étale, mais avec, vous le voyez, les plutôt pas importants ou plutôt importants, donc qui sont les deux figures un peu moyennes, qui sont de 30% et de 39%, qui sont écrasés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on est dans un entre-deux et que, comme d'autres études l'ont montré, suivant le moment où vous allez interroger les dents, on aurait très bien pu avoir des gens qui vous disent c'est plutôt pas important ou plutôt pas ou plutôt important. Donc on est sur notre masse là, vous voyez les deux chiffres hein, qui sont, je sais pas, voilà, ces deux chiffres-là qui représentent 79%, c'est ce que en ces temps d'élection vous allez tout de suite comprendre, ce qu'on appelle le ventre mou de l'électorat. C'est-à-dire des gens qui à un moment donné peuvent de façon versatile passer d'un camp à l'autre. Donc on est face à des situations qui sont des situations plutôt, on va dire, mitigées ou nuancées, plus exactement. De la même façon, le poids ressenti de la charge d'accompagnement, alors les aidants, ce n'est pas parce qu'ils vous disent que c'est vécu positivement qu'ils ne ressentent pas une charge, ils sont 70% à ressentir une charge, mais dans cette charge, elle est ressentie faiblement pour la moitié d'entre eux, de façon modérée pour 21% d'entre eux, et elle est fortement ressentie pour 28%. Vous aurez noté qu'on est à chaque fois sur 25 à 30% d'aidants pour qui finalement, si je vais une autre façon de le dire, c'est que c'est des gens pour qui ça ne va pas très bien. C'est-à-dire des gens qui sont un vécu négatif, une charge négative, et derrière finalement un poids plutôt important. Ce tiers-là, c'est à peu près celui qu'on retrouve dans les études qui sont menées sur le sujet et qui font que, globalement, vous avez aujourd'hui dans la vaste population d'aidants et cette famille que l'on appelle les aidants, une part significative, mais non universelle, de gens qui sont dans des situations dramatiques d'épuisement et de fatigue. Et que vraisemblablement dans le cadre des actions qui sont demain, ça là pour le coup je fais une petite incidente qui est un avis personnel, mais je pense que dans les ateliers qui sont à travailler, la cible qu'il faut vraiment essayer de toucher, c'est vraiment cela. L'évolution, alors il y a des facteurs qui expliquent aussi le fait que ce soit positif, c'est qu'on a une évolution perçue de la relation avec la personne aidée qui montre qu'il y a un renforcement des liens ou pas de changement majeur. Mais donc, en fait, on est face à un duo qui cohabite de façon, je l'ai dit, soit institutionnelle, soit familiale, et qui finalement voit, dans le cadre de la relation qui naît entre eux, que dans 9% des cas, le fait que cette situation est une situation qui devient compliquée et difficile à gérer. Donc, un vécu qui est un vécu majoritairement positif, avec néanmoins quelques aspects qu'on a à garder en tête. Le premier aspect, c'est que les conséquences de l'accompagnement sur la vie de l'aidant, dans le cadre d'un vécu qui est plutôt un vécu positif, majoritaire, c'est que les impacts, et on le comprend quand on voit les tâches qui sont réalisées, c'est que l'impact est d'abord et avant tout organisationnel. L'organisation, elle porte sur sa propre vie quotidienne, sur la vie familiale, sur l'organisation de la vie au travail, sur la santé. Alors, aucune conséquence sur votre propre vie, vous avez 16%, ceux-là, on va les mettre un peu de côté. Vous voyez finalement qu'on est face à des impacts qui sont assez étals
et qui sont assez largement partagés par l'ensemble de la population. C'est assez éclaté, donc vraiment ça a un impact sur l'organisation de la vie au sens général. Et par ailleurs, cet impact, il a des conséquences qui sont des conséquences importantes et qui, là encore, sont des conséquences assez largement partagées, à la fois sur la santé, l'organisation de la vie au travail, l'organisation de la vie familiale et l'organisation de la vie quotidienne. Et donc, vous voyez que cet impact, effectivement, n'est pas sans conséquences, mais que l'impact est multifactoriel, les conséquences sont elles aussi multifactorielles. Donc ça ne porte pas, par exemple, uniquement que sur la santé. Là encore, hein, je précise, nous sommes dans le cadre d'études déclaratives, donc on est obligé de se fier à ce que les gens nous disent. Mais ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils vivent. En tout cas, ce qu'ils ressentent. Pas forcément la réalité. Hein. Ça ne veut pas dire que l'impact n'en a pas sur la santé dans le réel, mais dans la réalité des aidants, ils considèrent que l'impact de l'aide familiale a 18% d'impact négatif sur leur santé. Alors, sur la vie au travail, plus spécifiquement, il y avait un petit focus qui était fait. 40% des personnes ont dû adapter leurs horaires de travail, 14% n'ont pas repris un travail, et 10% ont réduit leur temps de travail, quand 8% ont dû quitter leur travail, et ils sont seulement 28% à avoir pu garder un rythme de travail habituel. Donc vous noterez hein, les 8% de gens qui doivent quitter leur travail et les 14% qui n'ont pas repris un travail, qui vous dit globalement que sur ce champ-là, il y a sans doute des réflexions à avoir quant au maintien ou au retour à l'emploi des aidants. Par ailleurs, le congé d'aidant, vous en avez 36% qui en ont entendu parler, quand 64% n'en ont pas entendu parler, et quand pour ceux qui en ont entendu parler, vous avez seulement 7% des gens qui vont l'évoquer avec leur employeur. Alors là-dessus, on ne peut pas vous dire pourquoi, on n'a pas forcément... Alors les interprétations sont possibles. Si vous croisez les chiffres, vous avez des gens qui pensent finalement, et assez majoritairement, qu'ils ont réduit leur activité et que c'est suffisant. Vous avez des gens qui n'en ont pas besoin, souvenez-vous, les 28% qui n'ont pas changé de rythme. Et puis vous avez aussi des gens qui ont, à un moment donné, on peut l'imaginer, avoir peur d'être frappés du sceau de l'infamie ou de la stigmatisation et en tant qu'aidant, d'apparaître dans les organisations comme étant finalement des mauvais collaborateurs ou possiblement des collaborateurs à problème. Toujours sur le vécu de la situation d'aidant, il y a un point de vigilance à garder en tête au plan psychologique qui ressort quand même de ce que les gens nous disent, en dépit du fait que ce soit extrêmement positif, c'est que les difficultés principales qui sont rencontrées dans la mission d'aidant, c'est d'abord et avant tout la charge mentale, et très largement, hein, vous voyez, c'est deux fois au-dessus de l'autre, hein, pour 67% des cas, la fatigue physique, à 35%, le fait de devoir abandonner certaines de mes activités, donc finalement de pratiquer l'art du renoncement, c'est-à-dire finalement il est compliqué pour 26% des personnes, la gestion de la douleur de la personne malade à 25%, ce qui derrière aussi milite peut-être pour de la formation ou de l'accompagnement des aidants dans ce domaine, la complexité des démarches administratives et le manque de temps pour pouvoir s'occuper davantage de la personne malade. Mais l'aspect psychologique, il est réellement important puisqu'on a des gens qui nous disent qu'ils vont plutôt bien, en tout cas que l'aide a des effets positifs, que ça se passe plutôt bien avec un impact qui est un impact modéré, et néanmoins, le fait qu'il y a une charge mentale ou psychologique qui est perçue, et qui est d'autant plus perçue d'ailleurs qu'à un moment donné, la relation d'aidant bascule vers une relation, enfin la relation de proche bascule vers une relation dite d'aidant. Être proche, hein, c'est finalement être géographiquement à côté de la personne. Être aidant, c'est être missionné et à un moment donné, ou s'auto-missionner pour aller accompagner la personne. Donc on passe d'un statut finalement qui est un statut, on va dire, de profane à un statut qui n'est pas un statut de professionnel, mais en tout cas est le statut de quelqu'un d'averti, avec une mission pour ça. Et donc vous avez encore 61% de gens qui pensent qu'ils sont dans une relation de proche, quand 39% pensent qu'ils sont dans une relation d'aidant. Ce qui peut d'ailleurs au passage expliquer, je fais juste une deuxième incidente, mais ce qui peut au passage expliquer le fait que 80% des gens ont entendu parler, connaissent le statut d'aidant, mais néanmoins ne sont que 40% à se reconnaître dans un statut d'aidant. Ce qui, du point de vue, là, pour le coup, des politiques publiques, peut à un moment donné interroger ou questionner quant au fait de vouloir faire en sorte que les gens se sentent des aidants, qui est d'une certaine façon un mot valise dont on voit bien derrière
qu'il y a une multitude derrière de réalités. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que plus la personne est en perte d'autonomie progressive, et plus la tendance à penser qu'on est un aidant est forte, hein, c'est-à-dire que derrière la tension dans le duo s'exprime, puisqu'elle passe notamment sur le fait de se considérer un aidant plutôt qu'un proche de 39% pour l'ensemble de la population à 53% quand on est en perte d'autonomie. Et le raison du passage de statut de proche à celui d'aidant, puisque derrière, vous voyez, la perte d'autonomie est un des indicateurs, c'est quand on va ressentir une dégradation de son propre état psychologique, quand on devient l'interlocuteur principal des professionnels de santé, c'est-à-dire finalement quand on devient un professionnel de l'interfaçage, ce qui est une façon de voir aussi l'aidant, quand on a le sentiment qu'on devient un professionnel de la maladie et quand on passe finalement trop de temps au détriment de sa vie personnelle et de son propre état physique. Donc on voit bien que plus les conditions de la personne qu'on accompagne se durcissent, parce qu'elle perd de l'autonomie, parce qu'à un moment donné, sa situation vous oblige à finalement élargir le spectre des missions, et plus assez naturellement, vous passez du statut de proche à celui d'aidant. Les besoins et les aides. Maintenant, dans ce contexte-là, on a évidemment, souvenez-vous, on a majoritairement des situations qui convoquent des capacités ou des facteurs organisationnels. Assez naturellement, les besoins d'information sont évidemment prioritairement liés à la charge organisationnelle. Et quand on demande aux aidants les informations qui leur sont nécessaires pour assurer la fonction d'aidant, la première qui sort, c'est le fait de savoir auprès de qui se renseigner pour toutes les questions administratives ou d'organisation, à 84%, disposer aisément d'un travail à horaire aménagé, avoir un statut reconnu par les entreprises, ce qui, d'une certaine façon, y ressemble sacrément au fait de disposer aisément d'un travail horaire aménagé, savoir auprès de qui se renseigner pour connaître les associations qui pourraient vous accompagner, et, à 72%, bénéficier d'un soutien psychologique. Et on peut poursuivre, puisque vous voyez, il y a beaucoup de manques qui sont pointés ici. Des informations générales sur le rôle d'aidant, disposer d'aides financières réelles pour la personne aidante, pouvoir suivre une formation d'aidant organisée par un organisme public ou une association de patients, et bénéficier de moments de répit, ce qui s'inscrit notamment dans le cadre du droit au répit, puisqu'ils sont 63% à penser que ce serait plutôt quelque chose qui serait important pour eux. Alors, il y a à la fois le niveau de besoin en termes d'aide, et puis il y a le niveau de connaissance des aides, et où là, on s'aperçoit qu'il y a une forme de décrochage entre le besoin et le niveau de connaissance, puisque les niveaux de connaissance sont relativement faibles, et on perd par rapport aux besoins d'information quelque chose de l'ordre de 30 à 40% de façon systématique, puisque 45% des aidants n'ont jamais entendu parler de l'information sur le statut d'aidant, 20% de formation, 80% de formation au rôle d'aidant, 57% au soutien psychologique pour les aidants, et ainsi de suite, 69% pour les groupes de parole. Donc on a globalement un niveau de connaissance qui est un niveau de connaissance largement améliorable et extrêmement faible. Sachant, si on va descendre encore un peu plus loin, je voulais juste attirer votre attention sur l'entraide locale, puisqu'il y a quand même un travail à la fois associatif ou de voisinage qui est important. Ils n'en ont jamais entendu parler pour 82%. C'est-à-dire que 82% des aidants n'ont finalement jamais entendu parler du fait que l'association qui était à côté de chez eux pouvait à un moment donné les aider. Et je pense même que c'est assez valable parce que dans cette entraide locale, la commune, ce que la commune peut faire ou ce que les différentes organisations peuvent faire. Je suis obligé d'avancer parce que on arrive... On ne se lasse pas des chiffres, finalement. Les besoins et aides, en fait, on s'aperçoit qu'on a des besoins, on a des attentes, on a des besoins qui sont peu connus, et on a finalement une proposition d'aide qui est extrêmement faible, puisque 85% des aidants qui ont été interrogés ne se sont jamais vus proposer d'aide, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les missions auprès de la personne malade. Donc 85%, c'est tout à fait conséquent et considérable. On a, d'une certaine façon, les bons élèves, c'est-à-dire ceux qui donnent des informations. C'est l'équipe médicale qui donne des bonnes informations. On arrive ensuite la psychologue de l'institution médicale, mais on est toujours dans ce registre-là, le médecin traitant, l'assistante sociale. Et ensuite, il y a un décrochage, et c'est les amis et la famille, donc dans un rôle finalement de prescription dans l'aide,
qui arrivent, et le soignant à domicile ou l'association d'aidants qui, elle, décroche à 7%, et ensuite on descend assez largement. Donc un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a des aides qui existent, mais dont on n'a jamais entendu parler ou qu'on ne m'a jamais proposé. Là encore, je le dis, et je parle sous le contrôle de Fadila Farsi, de Dr Fadila Farsi, parce que je pense qu'on a à peu près la même chose quand on évoque l'annonce de cancer sur d'autres registres, où bien qu'on dise aux gens et qu'on offre aux gens des aides, les gens ne les entendent pas. Donc voilà, il faut juste se méfier. Il ne s'agit pas de se dire on est quand même dans un pays où 85% des gens n'ont jamais entendu parler d'aide. À mon avis, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément dans les prédispositions psychologiques pour entendre le fait qu'on leur demandait de l'aide. Mais en revanche, à chaque fois qu'on leur propose des aides, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, il y a un niveau d'acceptation des aides qui est extrêmement fort, qui est de 81%. On pourrait, si on était joueur, questionner les 19% de gens qui les ont refusés, ce qui me semble être un vrai sujet, mais si on veut accroître le niveau de recours, c'est 1 sur 5, qui, alors qu'on lui propose une aide, ne l'utilise pas, et avec un type d'aide proposée qui sont essentiellement de l'aide psychologique et de l'aide au quotidien de la part d'un soignant. Donc on est là encore dans les aides qui sont proposées sur un registre qui est un registre plutôt médicalisé. Et c'est proposé aux différentes étapes de la maladie, au moment du diagnostic, au début du traitement, de façon à peu près égale, et c'est au cours de la prise en charge que, finalement, en fonction sans doute de l'évolution de la personne qu'on accompagne, les aides sont proposées. Donc on est finalement sur une répartition, je ne vais pas dire égale, mais en tout cas assez complète dans le cadre du parcours de soins. On avait, et je vais juste arrêter et conclure peut-être sur cette dernière partie, on a essayé de voir pendant le Covid comment ça s'était passé pour ces aidants. Et en fait, ce que démontrent en fait les résultats, pas tous évidemment, c'est que finalement il y a une formidable capacité d'adaptabilité des aidants aux crises, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres études, c'est pas la seule à pouvoir indiquer ça. Alors, l'impact de la période Covid sur le rôle d'aidant, on s'aperçoit qu'à 73%, les aidants, durant cette période, n'ont pas eu de difficultés et ils ont pu assurer leur mission d'aidant et d'accompagnant comme d'habitude. Tandis qu'ils sont 23% à vous dire qu'ils ont eu des difficultés à assurer leur mission et qu'ils ont dû les limiter. Mais 73% vous disent, finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Ce qui est un peu surprenant, mais qui en même temps n'est pas complètement surprenant à l'aune des résultats qui vont arriver. Donc les principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est des difficultés pour accompagner la personne aidée dans l'hôpital ou la clinique, mais en même temps, il me semble qu'il n'y avait plus vraiment de consultation, donc on pourrait avoir des difficultés, mais comme tous les hôpitaux étaient plutôt dédiés à l'accueil des personnes en situation de Covid, c'est un argument qui fait que oui, effectivement, on avait des difficultés, mais c'était une difficulté qui était partagée. Des difficultés qui pouvaient être des difficultés médicales, de report, de disponibilité des équipes médicales, mais là encore, ça vaut pour cet argument. Et ensuite, évidemment, des difficultés d'ordre psychologique qui concernent la personne, puisque quand vous pouvez vivre au quotidien, mais quand vous n'avez plus de bulle d'air pour aller soit travailler, soit avoir une vie sociale, évidemment, ça crée du stress, de l'anxiété, de la fatigue, etc. Mais donc on a eu des difficultés qui ont été rencontrées et des solutions qui ont été mises en place pour traverser la période Covid. Donc il y a eu des solutions. Certains ont réduit leur activité au travail pour 27%. On a demandé à une autre personne de m'aider à 24%. Alors ça paraît très important. Moi, il faut toujours regarder les chiffres en perspective. En fait, quand vous regardez les mères de famille, ou les pères de famille, mais excusez-moi pour cette remarque digne du patriarcat blanc, mais voilà, vous avez plus de 37 à 40% des parents qui ont réduit leur activité pour pouvoir assumer la période du Covid. Donc vous voyez, on n'est pas sur des chiffres qui sont des chiffres extrêmement sidérants. Vous avez 27%, 24% demandé de l'aide, on a augmenté le temps passé en télétravail, oui, et pour cause, on a diminué le nombre de jours par semaine que je consacrais à la personne accompagnée, donc on a eu des ajustements qui ont été des ajustements finalement de l'ordre de ce que le reste de la population a pu vivre. Et là où ça devient, à mon avis, intéressant, c'est qu'on a demandé à ces personnes le niveau de souffrance qu'ils avaient eu pendant le Covid et le niveau de fatigue que ça avait généré. Vous avez
36% des gens qui vous disent que pendant le Covid, ils ont souffert, ce qui est un gros tiers de la population. Quand vous posez la même question, puisque vous avez des études qui ont été réalisées sur le sujet, à la population française, vous vous promenez entre 45 et 50% de gens qui vous disent qu'ils ont souffert. Donc vous avez proportionnellement moins de souffrance quand vous êtes aidant que quand vous faites partie du reste de la population. Et ça, et vous avez exactement la même chose sur le niveau de fatigue. Vous avez 30% de gens qui vous disent qu'ils sont plus fatigués qu'avant, et le chiffre, il augmente. Il est à 60% des Français qui vous disent qu'ils étaient plus fatigués pendant le Covid. Et ça démontre juste une chose, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le renoncement, c'est qu'on a finalement une population qui est une population qui est, désolé de ce vilain mot, mais qui est une population résiliente, particulièrement adaptée à l'aléa, et qu'on retrouve d'ailleurs, et qu'on a pu retrouver d'ailleurs. Alors moi j'ai conduit d'autres études sur les entreprises, cette fois-ci, où les dirigeants d'entreprise étaient très étonnés de la capacité d'adaptation qu'avaient su avoir les aidants, et beaucoup d'entre eux me disaient finalement c'était des gens qui étaient plus productifs pendant la période Covid que le reste de la population, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude. Et enfin, et j'arrête là-dessus, on a demandé, et c'est une forme de perspective, et puis derrière ça permet aussi de lancer les ateliers, les conseils à un futur aidant qu'il donnerait en tant qu'aidant, et on s'aperçoit qu'en fait, le conseil qu'ils ont à donner sur la chose sur laquelle il faut être le plus attentif, c'est prioritairement la relation avec son proche, assez logiquement, sa propre santé et la vie familiale telle qu'elle est à surveiller aujourd'hui. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et éventuellement, si vous avez des questions. Je suis monté parce que il faut absolument féliciter le travail qui a été fait. C'est absolument remarquable. Je ne sais pas si vous réalisez, peut-être que les chiffres vous paraissent petits, le nombre d'enquêtes, mais c'est énorme d'avoir fait ce travail, d'avoir fait remonter ces attentes. Les chiffres sont significatifs. La présentation a été remarquable. Merci. C'était non seulement, tu nous as asséné avec des tableaux, mais c'était très plaisant et les take-home messages sont bien. De savoir que les aidants, c'est une population très riche sur laquelle on peut travailler parce que justement ils ont l'habitude de faire des choses compliquées, qui sont capables de résilience, c'est formidable. Donc c'est une très bonne base de travail bien sûr qui sera diffusée.